leur nom. C'est un trait typique aussi. Et chaque fois qu'on accueille un étranger, un mendiant, on ne lui demande pas qui il est, d'où il vient. C'est après qu'on lui demandera, seulement après l'avoir restauré, baigné, etc. Donc, j'ai souvent donné à de pauvres errants sans demander leur nom. Et il dit ensuite, « Femme, crains le jour où tu perdras cet éclat et redoute le retour d'Ulysse. » Ce qui va arriver, bien sûr. Donc là, il y a une seconde raison, une seconde justification au devoir d'hospitalité, c'est la variabilité des conditions sociales des êtres humains. Pénélope mettait en avant la brièveté de la vie humaine, qui fait que on est obligé de prendre en compte ceux qui n'ont pas de chance dans la vie. Mais là, à cette idée de brièveté de la vie s'ajoute la variabilité de la vie, la variabilité des conditions sociales. Lui, on pense que ce mendiant, en réalité c'est un roi, mais il sait qu'il aurait pu être un mendiant. Et d'autres ont vécu cette expérience de changement d'état. Et en particulier, auprès d'Ulysse, c'est le cas de Eumée. Eumée, E-U-M accent aigu, Eumée, c'est le chef des porchers d'Ulysse. Quand Ulysse arrive enfin dans son île d'Ithaque, déguisé en mendiant, la première personne qu'il va voir, chez qui il va se réfugier, c'est le chef de ses porchers, parce qu'il est sûr que lui est resté fidèle. Et c'est le cas, on le voit abondamment. Et Eumée lui donne l'hospitalité avec une grande générosité, bien qu'il ait peu de moyens. Donc vous avez là aussi un jeu d'Homère. C'est l'esclave qui donne l'hospitalité à son roi, sans savoir que c'est son roi. C'est le contraire de l'épisode qui viendra après, de la servante qui injurie son roi sans savoir que c'est son roi. Lui, le chef des porchers, il lui fait un accueil magnifique alors qu'il ne sait pas que c'est son roi. Et plus tard, lorsque Ulysse demandera à Eumée de lui raconter sa vie, on apprend alors, Homère nous apprend, que Eumée était à l'origine le fils d'un roi, d'un petit roi d'une île de Méditerranée. Quand il était enfant, il a été enlevé, malheureusement, par la servante, une servante du palais, qui l'a emmené dans un bateau des Phéniciens. Les Phéniciens l'ont vendu comme esclave. Il a été acheté par le père d'Ulysse, qui l'a traité comme un enfant, on le dit. Il est devenu le compagnon de jeu de la fille du roi, jusqu'à ce qu'elle se marie, et à ce moment-là, on lui a confié les troupeaux de porcs qui sont nombreux. Donc, on a affaire là à un changement d'état. Tout ça n'est pas innocent, bien sûr. Oui. Alors, donc, changement d'état, et en sens inverse, pour récompenser Eumée, Ulysse va lui donner la liberté, il va l'affranchir et va lui donner un domaine et une maison. Voilà. Donc c'est pour cette raison que les hommes doivent être bienveillants les uns avec les autres. Il y a une proximité entre les rois et leurs sujets, entre les maîtres et les serviteurs, combien de proximité, je vous l'ai dit, entre les hommes et les femmes, les hommes et les animaux, les hommes et les dieux. Voilà. C'est dans cette conception du monde qui repose sur l'immanence que se situe la littérature homérique. Et je terminerai, René, en disant que Platon, dans la République, dans le dernier livre de la République, a rejeté de sa cité idéale Homère et les poètes, pour deux raisons, en disant qu'ils ne se soucient pas de la vérité, mais seulement de l'apparence, que sont des imitateurs,
Par exemple, ils imitent un médecin sans être capable de guérir, ils imitent un menuisier sans être capable de construire un lit. Donc ils ne sont pas dans la vérité, mais dans l'apparence, et d'autre part, ils ne sont pas utiles. Et il dit que pour sauver quelqu'un comme Homère, pour l'intégrer dans la cité idéale, il faudrait que Homère et les poètes joignent l'utile à l'agréable. Et il dit ceci, ce sera le mot de la fin. Platon dit dans la République, chant 10, livre 10, un différend existe de longue date entre la philosophie et l'art des poètes. Et je pense que dans la conception de la philosophie qui est la vôtre, celle de René, celle de cette université qui a commencé à Vincennes, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différent entre la philosophie et la littérature. Les deux doivent se nourrir l'une de l'autre. Merci, excusez-moi si je t'ai arrêté sur l'heure, parce qu'effectivement, on est un peu coincé par le temps, mais parce que j'aurais voulu ne pas t'interrompre, mais là, tu as su conclure très bien, donc c'est parfait. Mais je voudrais qu'on t'applaudisse d'abord. Devant cet exposé tout à fait, non seulement très beau, mais exhaustif aussi, et davantage, si l'on peut être davantage qu'exhaustif, c'est-à-dire faire voir des perspectives, ouvrir des aperçus qu'on n'aurait pas aperçus d'ailleurs soi-même autour de cette notion de vie. Maintenant, je comprends ce que tu entends dans cette vie homérique qui nous ramène, qui tout en maintenant le ciel, d'ailleurs, puisqu'au contraire, il y a une proximité des dieux dans le domaine de l'imagination, de la richesse de la vie, de ce que Fourier appelait l'illusion créée, c'est-à-dire l'illusion créée, les dieux sont une illusion, mais un enrichissement en même temps de l'existence, et ils sont en quelque sorte à la fois des puissances protectrices pour les hommes, parfois vengeresses, mais en même temps ils sont toujours des recours, ils donnent à l'existence humaine une sorte d'arrière-fond peut-être, et de tremplin qui, en l'absence des dieux, ferait peut-être défaut. C'est pour ça que tu dis, c'est un monde humain, très humain, rien qu'humain. Oui, je crois volontiers, mais enrichi quand même par rapport à quelque chose qui serait banalement ramené à des comportements trop psychologiquement humains. C'est-à-dire, j'ai l'impression que que la présence des dieux, le recours aux dieux donne de la grandeur, comme par exemple lorsque, à propos de l'hospitalité, on justifie cette attitude à l'égard des mendiants ou des étrangers à plusieurs reprises, à propos d'Athéna par exemple, en disant « Ah, ben c'est peut-être un dieu », de sorte que ce n'est pas une minimisation du sentiment humain, mais à mon avis, dans ce cas-là, c'est un accroissement, c'est-à-dire lorsque Télémaque ou autre voit arriver quelqu'un qui est Athéna déguisé en étranger, il ne le sait pas, et il s'aperçoit ensuite, lorsqu'elle part, que c'est une déesse, ça donne effectivement quelque chose de supplémentaire. De la même façon, lorsque celui qui donne l'hospitalité à un étranger le donne parce que cet étranger est peut-être un dieu inconnu qui arrive sur Terre, c'est pas quelque chose qui minimise, à mon avis, la dimension humaine, mais au contraire qui l'exalte. C'est pas un dieu qui exercerait d'une façon dangereuse et malveillante sa puissance sur l'homme. Donc je crois que cette dimension du divin n'est pas
n'est pas absente dans ce sens-là. Mais tu as raison de dire que les dieux sont en quelque sorte au même plan que les hommes, c'est-à-dire qu'ils ils les coudoient en permanence, ils ont en permanence recours à eux, ils sont mêlés un petit peu comme ensuite dans tout le monde antique. Il y aura des nymphes, des faunes, des satyres, c'est surtout autour de Dionysos qu'il y aura tout ça d'ailleurs, toute cette atmosphère un peu enchantée qui continuera à vivre avec les fées du Moyen-Âge, etc. À mon avis, c'est un peu ça, le monde homérique, qui est beaucoup plus riche qu'un monde qu'on appellerait désenchanté, c'est-à-dire au moment où il n'y aurait plus cette sorte de présence un peu mystérieuse et fantasmagorique qui serait celle de ces créatures imaginaires. Oui, tu as tout à fait raison, René. Je te rappelle que j'ai parlé du merveilleux, en disant qu'il y avait un goût du merveilleux qui faisait que Homère introduisait des dieux, même quand ce n'était pas nécessaire. Oui. Mais parce que, oui, comme tu dis, c'est une façon d'enchanter le monde des hommes, de lui donner une autre dimension, une dimension de mystère, d'imprévu. Et on peut dire aussi, dans ce sens-là, que c'est l'intérêt, la valeur de la fiction. Oui, c'est ça. Homère est un des premiers grands écrivains, peut-être le premier grand écrivain, qui joue le jeu de la fiction, ce que Platon n'a pas compris. Oui. Platon s'en tient à la vérité, à une conception de la vérité qu'il a, lui, et il ne comprend pas qu'il y a une autre sorte de vérité qui tient à la fiction, que nous pourrons appeler aussi, qui tient au symbolique. Parce que souvent, il se réfère à Homère, au personnage d'Homère, dans un certain nombre de dialogues, il y a un rapport qui est fait à la poésie. Donc, mais il ôte à la poésie tout aspect rationnel. Voilà. Dans ce propre livre 10 de la République, il fait l'éloge d'Homère en disant que c'est le plus grand de tous les poètes, qu'il y doit depuis son enfance une admiration respectueuse, etc. Donc, il reconnaît l'importance d'Homère et le rôle qu'Homère a joué dans toute l'histoire de la Grèce à travers l'éducation des Grecs qui prenaient appui essentiellement sur Homère. Il fallait, dit Platon là, connaître par cœur Homère, en tout cas beaucoup de passages d'Homère. Il le reconnaît. Mais lorsqu'il s'agit de dresser le tableau idéal d'une société rationnelle, il exclut les poètes. Pourquoi? Parce qu'il a une conception de la vérité qui exclut la vérité propre à la fiction. Et on peut dire la vérité qui tient au merveilleux, et donc au domaine des dieux, en jouant sur les dieux, tout ce qui est irrationnel. Et nous avons ici quelqu'un qui est grec, toi qui es grec, Constantinos. Est-ce que dans les classes grecques, c'est la seule question que je te poserai, est-ce qu'on apprend et dans quelle langue, c'est-à-dire de quelle manière Homère? Est-ce que les enfants connaissent Homère? Oui, on emploie une traduction en grec moderne. Il y a à la fois Odyssée sont enseignés aux premières années de lycée. C'est ça. Mais je voudrais vous remercier vivement parce que j'ai passé plusieurs années à l'école grecque, même à l'université grecque. C'est la première fois que je vois une telle analyse. Votre analyse parfaite, philosophique, à la fois historique, très attachée au texte,
Et donc, je suis ému. Mais c'est moi qui suis ému d'entendre cette appréciation portée par un grec. Oui. Moi, j'ai trois questions. Oui. J'ai trois questions parce que la première question, quel est le lien entre la philosophie moderne, incarnée par Nietzsche et Heidegger et Schopenhauer, qui consiste à dire toujours il faut retourner au grec. Ça, c'est la première matrice théorique que je fais référence à tes propos, parce que tout le système de valeurs grec, de l'Antiquité grecque, ou la philosophie, disons, la philosophie comme pensée de l'humain et de l'être, il y a un revenant. Pourquoi ce revenant? De vos propos, j'ai compris une chose essentielle, c'est qu'il y a quelques années de ça, vous avez fait une grande conférence sur la mythologie et l'illusion de l'inexistence du Christ. Et je me souviens, comme aujourd'hui, vous avez passé 9 ans après votre retraite à faire votre chef-d'œuvre sur l'aliment dans la Bible. Il y a un groupe américain qui s'intéresse à vos travaux. Est-ce que actuellement vous pouvez nous apporter des nouvelles concernant ce groupe de chercheurs américains? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est que le platonisme, concernant la poésie, est-ce qu'on peut dire, par exemple, quand on dit, par exemple, les dieux font une assemblée, alors après, ils font des sourires. Ce n'est pas... je pense que la référence que les dieux sont morts de rire parce que Dieu est mort, c'est qu'il y a un roi de Dieu, mais est-ce que dans la mythologie grecque, il y a un dieu des dieux? Et est-ce que la différence entre le roi et le dieu, dans une dynamique de la divinité, n'est qu'une transcendance de d'une métaphysique, disons, divine? Voilà les... Bon, je crois que pour ce qui est de la différence entre le roi des dieux et le roi des hommes, il y a une différence de degré, il n'y a pas une différence d'essence. Bien sûr, comme le disait René, il y a un jeu des Grecs avec le surnaturel qui introduit dans la vie humaine du merveilleux. Mais il n'y a pas ce que dans la philosophie occidentale à laquelle vous faites référence, ce qu'on appelle la transcendance. Oui, c'est ça. Les dieux ne sont pas transcendants par rapport à l'humanité. Ils font partie de l'humanité. Je vous ai cité un texte où on dit qu'ils sont très proches de nous, c'est-à-dire proches parents de nous. Hésiode, qui écrit un peu après Homère, au 8e siècle avant Jésus-Christ, dit « Les dieux et les hommes ont la même origine, ils sont de la même race. » Donc nous avons là affaire à une pensée qui refuse la transcendance telle que nous, dans le monde occidental judéo-chrétien, nous la concevons. Bon, sinon, vous avez fait référence... Mais ils sont associés, il faudrait le dire, aussi les dieux sont associés particulièrement à des cités, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... Ce ne sont pas à Athènes, à Thèbes, etc. Bon, il y en a certains qui sont particulièrement honorés quelque part. Ce ne sont pas des dieux, ils sont des nationaux si l'on veut, mais ils sont des protecteurs, ce sont on pourrait dire des divinités tutélaires de certaines, des patrons, comme on dirait dans le langage chrétien. Oui, des saints patrons. Des saints patrons, c'est ça, qui sont associés au destin de certaines cités. Mais comme tu l'as dit, ils ne sont pas exclusifs, puisqu'il y a, au moment de la guerre de Troie, il y a des dieux, c'est des dieux grecs, mais des dieux grecs qui sont d'un côté comme de l'autre. Oui.
et pas exclusivement d'un côté ou de l'autre. C'est pourquoi je les ai appelés des dieux transnationaux. C'est ça. Ce qui a permis des assimilations. Oui, et d'ailleurs, quelques siècles plus tard, Hérodote, lorsqu'il visite l'Égypte ou la Perse, assimile les dieux de ces deux peuples à des dieux grecs. Il dit par exemple du dieu Ahura Mazda, qui est le dieu suprême des Perses, il dit c'est leur Zeus. C'est ça. Parce que dans cet esprit, il y a des dieux qui transcendent non seulement les régions de même peuple, mais les peuples eux-mêmes. Et donc c'est le même Dieu qui, sous des noms différents, est appelé comme ceci en Perse, comme cela en Égypte et comme cela en Grèce. Mais ce sont des dieux qui sont partout et qui ne sont jamais seuls. Ils sont en concurrence avec des dieux qui souvent sont en position de rivalité. Il y a des rivalités entre dieux comme il y a des rivalités entre... Sinon, vous avez fait référence, bon, ce n'est pas dans l'actualité d'aujourd'hui, mais le premier travail que j'ai fait sur les lois alimentaires bibliques, j'ai donné un déchiffrement des lois alimentaires bibliques qui a été traduit effectivement en anglais et qu'on peut trouver aujourd'hui encore dans la version anglaise sur l'Internet, sur, si ça vous intéresse, le site de l'Université Columbia de New York et sur le site de la New York Review of Books, qui avait repris cette étude aussi intégralement. Elle avait été publiée d'abord dans l'université par l'université Johns Hopkins. Voilà. Ça, c'est derrière moi. J'ai repris cette étude dans le 3e volume de ma trilogie aux origines du Dieu unique. Bon, ces livres, vous les avez dans la bibliothèque de l'université. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, là, un asiatique, j'aimerais bien. Vous êtes de quel pays? Moi, Taïwan. Alors, le chinois de Taïwan que vous êtes, comment percevez-vous, ce qui est vraiment loin de votre culture, le monde grec, et Homère en particulier? C'est étrange pour vous, ou non? En fait, ça dépend. Ça dépend des gens qui... comment dire? Qu'est-ce qui étudient? Oui, ça dépend de leurs études, de leur culture, discipline. de leurs intérêts pour les cultures des autres pays. Ça dépend de l'intérêt qu'on peut avoir pour les cultures de pays différents. Ou non? Je ne comprends pas. Non, mais est-ce que vous apprenez les textes homériques à l'école, comme par exemple? Il y a un programme. Non. Est-ce qu'on vous parle de la pensée grecque comme une des bases de la pensée occidentale? En école, c'est comme l'histoire. Oui, c'est à travers l'histoire. Ou littéraire. Oui. C'est ça, c'est dans l'histoire ou dans l'étude de la littérature qu'on vous parle. Parce que. Plutôt histoire. Ah oui. Parce que si un étranger veut s'intéresser de près à la culture française, européenne, occidentale, il faut qu'il sache qu'il y a deux piliers. Le pilier grec, la pensée grecque, ensuite romaine, mais les penseurs, les philosophes romains sont des disciples des Grecs. Hein. Donc c'est la pensée grecque d'une part, et d'autre part, la pensée chrétienne issue de la Bible hébraïque en hébreu, qui est le livre sacré des Juifs. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a deux bases littéraires au fondement de notre culture. C'est la littérature grecque qui commence avec Homère, hein, c'est au monument Homère, et la Bible en hébreu, Bible des Juifs, complétée par la Bible en grec
qui est le Nouveau Testament, qui est la Bible des chrétiens. Voilà. C'est ces deux piliers littéraires qu'il faut connaître si l'on veut savoir sur quoi repose la civilisation occidentale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bien sûr. L'Espagne musulmane. Oui. Très important comme. Oui, bien sûr, bien sûr. Culture. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, je veux simplifier pour un étranger. Un étranger à la culture occidentale. Si on est à l'intérieur de la culture occidentale, bien sûr, il faut faire entrer en jeu les Arabes, l'islam et le rôle qu'a eu les Arabes musulmans pour alimenter la culture européenne, notamment dans le rôle la conception troubadour, par exemple, oui, ou la poésie courtoise, oui, qui a, avec les Cathares. Oui. Et la poésie musulmane a joué un grand rôle dans l'apparition de ce type. Et puis même les penseurs arabes musulmans ont joué un rôle pour la transmission des textes grecs. Elle cite un poète important qui Ibn al-Hazm, qui a écrit Le collier de la colombe. Oui, quel est cet auteur? Ibn al-Hazm. Ibn Hazm. Alors, vous connaissez? Oui. Alors, vous étudiez l'arabe? Non, pas du tout. Non, elle l'a lu en français. C'est bien, bravo, bravo. Donc, parce que cette idée d'Aïdos, il y a un équivalent, par exemple, dans la poésie populaire à laquelle moi je me suis intéressé. Oui. Ça a été un travail aussi, puisque de temps en temps je donne des concerts de ce type de poésie populaire, où la notion de Aïdos est appelée l'Ard. Quand j'ai entendu Aïdos, Ard, je me suis dit, est-ce que c'est pas le même mot? Oui, mais c'est possible. Et c'est exactement la même chose. Ah oui. C'est-à-dire ce que vous avez défini. Oui. Les deux. Oui, oui. L'estime de soi et le bon renom. Il y a des mots qui sont calqués sur le grec, comme il y a des mots français qui sont calqués sur l'arabe. Taros, c'est le puissant, Taos, c'est en grec, hein, c'est ça. En arabe, on dit Tarot. Ah. Oui, c'est le dictature, c'est le dictature. Je ne sais pas, il nous a. Comment on appelle ça? En grec, c'est Taos, c'est ça, Taos ou le dictature. Comment tu dis? Le verbe. Non, le dictature, le puissant. Le dictateur, c'est Tyrannos. Tyrannos, voilà, c'est le Tyrannos. Et en arabe, c'est Tarot. C'est l'adresse. Oui, bien sûr. Quant au sens de l'honneur, monsieur, on peut dire qu'il est au-delà du grec méditerranéen. Et la preuve, c'est que quelqu'un comme Camus, né en Algérie, au bord de la Méditerranée, passionné par la culture grecque, a dit, je me souviens de cette phrase qui m'est revenue à l'esprit en vous écoutant, il a dit, j'ai besoin d'honneur parce que je ne suis pas assez grand pour m'en passer. Ça veut dire, moi qui suis athée, je n'ai pas de devoir divin, de commandement divin qui me guide pour savoir ce que je dois faire. Donc, je me réfère à l'honneur, au sentiment d'honneur, sachant que c'est un sentiment immanent, on pourrait dire même, comment dire, arbitraire, choisi comme une règle de vie, un guide de vie. J'ai besoin d'honneur parce que je ne suis pas assez grand pour m'en passer. Et on trouve aussi... C'est parce qu'il a pris dans la littérature. Dans la société méditerranéenne et en général aussi on pourrait dire latino-américaine, jusqu'en France, jusqu'au XVIIe siècle, jusque chez Corneille, il y a cette notion d'honneur qui est liée à des valeurs qu'on appelle machistes, à des valeurs
des valeurs aussi qui sont très Pas forcément à machistes. l'exaltation Oui. de leur. Il y a cela chez Oui. Camus d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais chez Corneille, tu as raison de parler de Corneille. Et en plus, chez Corneille, il y a un côté espagnol dans le Cid, par exemple. Il y a un espace sacré en Algérie. Ça, C'est à Tipaza, par exemple. Oui. Comme par exemple, les ruines de Tipaza. Oui, je l'ai fait. Vous avez un espace et on montre, le guide vous montre où il a écrit l'étranger avec l'aspiration de la Méditerranée en face de lui. Il y a, si vous voulez, une symbiose entre la force littéraire de Camus, même si aujourd'hui il y a un grand débat, moi je vous le dis qu'on se bagarre. On se bagarre parce qu'il y a un débat idéologique à l'égard de Camus. Il y a, et la position, est-ce qu'on peut séparer une œuvre littéraire monumentale comme Camus de la dimension, disons, subjective de la patrie. Et moi j'ai une position qui n'est pas binaire, parce que je peux toujours glisser dans les labyrinthes, mais je pense que toute cette polémique ultra-réactionnaire et nationaliste à l'égard de l'intensité nationalitaire de Camus doit s'arrêter, parce que ces intellectuels qui attaquent, c'est des intellectuels de ma région, des Algériens qui attaquent l'histoire de Camus, se sont retrouvés dans un gouffre parce qu'ils n'arrivaient jamais à comprendre la pensée et la valeur de la pensée lumineuse de Camus. Et moi je le défends publiquement, même si je sais qu'ils vont m'attaquer en tant que personne, mais je pense qu'il faut toujours séparer l'œuvre et l'être. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne Camus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est déjà plus de 6 heures. Alors tu vas me dire que j'ai été trop long. Je vous recommande, question concernant l'hospitalité, il faut revoir le débat entre René Scherrer et Derrida, c'est une conférence extraordinaire, où Derrida déclare à l'égard de Scherrer, disait des mots justes, il dit après l'intervention de Scherrer, je n'ai pas de choses à ajouter concernant l'hospitalité. Bravo. Mais j'ai bien vu que vous avez commenté. Merci. Alors, j'ai vu passer le tweet de Jonathan Pinet, qui est un jeune que je suis depuis 2 jours.